Sébastien Carré, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de nous accorder cet entretien dans le cadre de la chaire Yves Ultramar. Vous êtes politiste et maître de conférences à l'Université de Rennes, spécialiste de la pensée libertarienne et des courants libéraux aux États-Unis. Vos travaux portent notamment sur la sociologie des think tanks et des intellectuels libéraux ainsi que sur les évolutions idéologiques du libertarianisme. Vous avez publié plusieurs ouvrages importants, dont La pensée libertarienne, genèse, fondement et horizon d'une utopie libérale en 2009, Les libertariens aux États-Unis, sociologie d'un mouvement asocial en 2010, ainsi que La théorie politique contemporaine, courant, auteur, débat en 2021. Vous avez également publié en 2025 un article intitulé Le paléo-libertarianisme aux États-Unis, genèse, doctrine et stratégie d'un hypolibéralisme hyperconservateur dans la Revue française d'histoire des idées politiques. Dans cet article, vous proposez une analyse approfondie de ce courant en revenant à la fois sur sa formation historique, ses fondements doctrinaux, mais aussi sur ses stratégies politiques et son rôle dans les recompositions récentes de la droite américaine, notamment autour du trumpisme. Au cours de cet entretien, nous reviendrons avec vous sur la genèse de ce mouvement, sur ses paradoxes internes, ainsi que sur son influence dans les dynamiques politiques contemporaines aux États-Unis. Pour commencer, afin de poser un cadre à cet échange, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous entendez par paléo-libertarianisme? Dans quelle mesure ce courant se distingue-t-il du libertarianisme classique? Et plus précisément, que signifie l'ajout du préfixe paléo? Bien, merci pour vos questions. Alors, peut-être que le plus simple, c'est de partir de la définition du libertarianisme classique, que je propose de considérer comme une mutation en utopie du libéralisme qui s'opère en fait à deux niveaux. Il y a d'abord un processus de généralisation qui consiste à projeter, si vous voulez, la logique du marché sur toutes les sphères de la vie sociale et qui conduit donc les libertariens à associer trois principes. C'est vraiment ces trois éléments qui composent la doctrine. Un principe de défense des libertés individuelles, donc tout ce qui est liberté d'expression, pornographie, avortement, usage des drogues. Deuxième principe, la défense évidemment des libertés économiques, donc déréglementation du marché, critique de l'État-providence. Et ensuite, également, la défense d'une position isolationniste en matière de politique étrangère, avec l'idée que l'État n'est pas davantage fondé à oppresser à l'intérieur les individus que d'agresser les États extérieurs. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, dans ce processus d'utopisation, il y a aussi un mouvement de subversion. Et c'est important de le souligner. Les libertariens sont anti-étatistes et ils ont en quelque sorte renoncé à toute proximité avec l'autorité publique et ils considèrent que l'État est la principale menace et même parfois la seule menace pour les libertés. Et ils vont ainsi concevoir la liberté comme l'absence de coercition émanant de l'État. Alors ça, c'est le libertarianisme classique qui est une doctrine très minimale et qui peut donner lieu à plein de versions possibles, et on peut peut-être, on creusera ensuite, mais on peut partir de cette approximation et considérer qu'il y a trois grandes manières d'articuler ces trois principes. Il y a ceux qui vont donner la priorité aux libertés individuelles, qui sont davantage donc progressistes et qu'on peut même très facilement situer à gauche. Et les premiers libertariens, ou en tout cas une partie des premiers libertariens, étaient plutôt de ce type. Il y a ensuite des libertariens qui vont donner la priorité aux libertés économiques, qui sont davantage modérées et qui vont insister d'abord sur cette idée de déréglementation des marchés. Et puis, il y a une troisième catégorie de libertariens qui sont d'une sensibilité beaucoup plus conservatrice et qui, eux, vont donner la priorité à l'isolationnisme. Et ce sont précisément ces libertariens qui vont devenir, au début des années 90, les paléo-libertariens. Et donc, pour répondre à votre première question, le paléo-libertarianisme peut être considéré comme une version très conservatrice, très radicale du libertarianisme classique. Alors ensuite, il y a la question du préfixe. Pourquoi le préfixe paléo? Alors, je dirais qu'il y a deux raisons.
La première, alors elle est liée à l'histoire du mouvement libertarien. Le mouvement libertarien naît à la fin des années 60, à la suite d'un divorce, d'abord avec les conservateurs, qui devenaient de plus en plus interventionnistes au moment de la guerre froide, et d'un mariage assez improbable avec la gauche radicale. Les libertariens vont vraiment s'associer, vont rejoindre le cortège pacifiste, par exemple, de la gauche pour la liberté d'expression, contre la guerre dans le Vietnam. Et le libertarianisme est en quelque sorte né quasiment, enfin, il est d'abord lié à des conservateurs à droite de l'échiquier politique, mais il est aussi lié à la gauche radicale de l'époque. Et donc les libertariens vont adopter toutes les grandes causes de l'époque portées par la gauche, donc, que j'ai énumérées tout à l'heure, liberté d'expression, etc. Et jusque dans les fins des années 80, les libertariens vont surtout être associés à la défense donc, de la liberté de consommer n'importe quelle drogue, la liberté d'expression, etc. Sauf que, dès le début, il y a des libertariens culturellement plus conservateurs qui vont pas être très à l'aise avec ces idées et qui vont, début des années 90, vont revendiquer une sensibilité beaucoup plus conservatrice. Et ce qui va se passer, c'est là, je réponds à la question du paléo, c'est qu'il y a des libertariens qui, eux, venaient plutôt de la droite et qui vont vouloir, par ce terme de paléo, rappeler un héritage plus lointain, qui est celui de la vieille droite américaine, qui dominait le Parti républicain dans les années 30 et qui était très fortement isolationniste. Et donc l'idée du mot paléo ici, c'est de faire, puisqu'on est à Genève, une forme de réformatio, si vous voulez, de réforme protestante du libertarianisme, c'est-à-dire un retour en fait aux sources libertariennes qui se trouveraient dans la vieille droite des années 30. Et puis, deuxième élément important qui permet d'expliquer le préfixe paléo, c'est qu'au même moment, on est au début des années 90, il y a des conservateurs qui contestent de plus en plus fortement la prépondérance prise par les néoconservateurs. Or, début des années 90, effondrement du bloc soviétique, fin de la guerre froide, et il y a des conservateurs qui disent « ça suffit, on va rentrer chez nous, on va s'occuper de nos propres affaires, l'Amérique d'abord ». Et eux aussi vont utiliser le préfixe, c'est même les premiers à le faire, en se disant paléo-conservateur. Et les libertariens qui vont adopter ce préfixe, comme Rockwell, comme Rothbard, dont on reparlera dans le début des années 90, avaient parfaitement conscience qu'ils ne faisaient en fait qu'imiter ces conservateurs pour préparer une sorte d'alliance avec eux. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre réponse. Dans votre ouvrage, vous montrez que le paléo-libertarianisme, vous en avez parlé, a émergé dans un contexte marqué par la fragmentation du mouvement libertarien, notamment après les années 80 et la fin de la guerre froide, comme vous l'avez mentionné. Selon vous, dans quelle mesure la crise interne du libertarianisme, qui s'est sans doute combinée à certaines spécificités du contexte américain, notamment la tradition anti-étatique ou le fédéralisme, a-t-elle favorisé la naissance de ce courant et quel rôle a joué dans cette genèse des figures comme Murray Rothbard, comme vous l'avez mentionné, ou des institutions comme le Mises Institute? Plus largement, est-ce qu'on peut considérer le paléo-libertarianisme comme étant une idéologie qui relève de l'exceptionnalisme américain ou serait-il susceptible de se développer dans d'autres contextes? Oui, alors il y a beaucoup de questions ici. Alors, première question, oui, effectivement, il y a deux causes qui permettent d'expliquer la formation au début des années 90 du paléo-libertarianisme, des causes externes qu'on a déjà évoquées, donc la fin de la guerre froide, qui va décourager l'interventionnisme de certains conservateurs, qui vont devenir un petit peu plus fréquentables, en tout cas les paléos. Et puis il y a aussi des causes internes qui sont liées au mouvement et qui sont liées d'abord à l'élection de Ronald Reagan au début des années 80 sur une rhétorique plutôt libertarienne finalement et qui va donner quelques idées à des libertariens. On voit beaucoup de libertariens qui prennent de l'âge, on est au début des années 80, et qui comprennent que ce sera plus simple pour eux de faire carrière en rejoignant le Parti républicain ou en rejoignant des institutions
républicaine un peu plus mainstream. Donc il y a vraiment, on assiste à l'exode de certains libertariens qui rejoignent le GOP, hein, le Parti républicain. Et il y a aussi à ce moment-là, alors c'est lié, mais on peut quand même le distinguer, il y a aussi, à partir du début des années 80, des controverses à l'intérieur du mouvement libertarien qui se lisent notamment dans tous les débats très violents qui ont cours à l'intérieur du Parti libertarien et qui opposent grosso modo des modérés aux radicaux. Hein. Des modérés qui disent qu'il faudrait mettre un peu d'eau dans le vin de la doctrine libertarienne, il ne faudrait pas trop effrayer les lecteurs moyens, il faudrait par exemple davantage décrire les étapes qui permettront d'atteindre une société sans État plutôt que simplement d'écrire une utopie, etc. Bon, on ne va pas revenir sur tous ces débats, mais ce sont les radicaux qui gagnent et qui vont précipiter, là encore, la fuite de tous les modérés. Et beaucoup d'intellectuels vont à ce moment-là déserter le parti libertarien, hein, qui va vraiment devenir une coquille vide, et qui vont construire leur propre institution, reflétant davantage leur sensibilité. Donc à cette époque-là, il y a une institution qui domine le mouvement libertarien, c'est le Cato Institute, qui avait été fondé en 1977, plutôt modéré, hein, plutôt gradualiste, qui insiste davantage sur les libertés économiques, un peu sur les libertés individuelles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un think tank qui va se créer, qui est le Mises Institute, qui est créé en 1982 par Llewellyn Rockwell, assisté par Murray Rothbard, qui, lui, s'est fait virer du Cato Institute. Et c'est vraiment cet institut qui va constituer le laboratoire clandestin du paléolibertarianisme, qui va défendre les valeurs occidentales, qui va afficher une sensibilité très conservatrice, qui va assumer et qui va vraiment préparer ce qui deviendra, au début des années 90, le paléolibertarianisme. Et alors, Rothbard, c'est la question. Alors oui, le rôle de Rothbard, il est prépondérant. Il est encore, alors il est mort en 1995, mais il est encore aujourd'hui appelé Mr. Libertarian, et c'est vraiment la figure de proue du mouvement. Et cela quasiment jusqu'à sa mort. Hein. C'est lui qui va orchestrer la formation du mouvement, c'est lui qui va draguer la gauche dans les années 60, il fait l'éloge du Che, il défend les Black Panthers, il intègre aussi un parti, le Peace and Freedom Party, un parti d'extrême gauche, il accueille dans son salon tous les historiens révisionnistes de la gauche de l'époque, il fréquente même Noam Chomsky par exemple. Enfin bon, Rothbard à cette époque est très clairement, on peut le qualifier d'extrême gauche, et c'est lui qui va aussi participer à la formation du Cato Institute. Alors il n'est pas associé à la création du parti, mais il y sera très lié jusqu'au début des années 80. Et puis, voilà, il se fait virer du Cato Institute et Rothbard donc, va participer à la création du Mises Institute, qui devrait d'ailleurs s'appeler plutôt le Rothbard Institute, qui est davantage fidèle à Rothbard qu'à Mises. Et bien dans cette institution, il va opérer un ultime virage. Vous voyez, il était à l'extrême gauche, et bien il va finir sa vie à l'extrême droite, et c'est lui vraiment qui va décider de l'orientation du Mises Institute, et c'est lui qui a forgé au début des années 90 la pensée paléo-libertarienne, et qui est aujourd'hui encore reprise presque mot à mot, et qui fait de Rothbard la grande figure tutélaire de ce mouvement. C'est vraiment le point de fuite vers lequel convergent encore aujourd'hui toutes les manifestations du paléolibertarianisme. Et il y avait une dernière question, la question de l'exceptionnalisme. Alors c'est une question difficile. Oui, d'une certaine manière, le paléolibertarianisme est l'expression d'une sorte d'exceptionnalisme, parce que c'est une pensée qui s'enracine dans une tradition anti-étatiste ancienne, qu'on peut même faire remonter jusqu'aux premiers colons, et qui, bien sûr, est proprement et typiquement américaine, mais il ne faut pas exagérer cet exceptionnalisme. Alors, d'abord parce que Rothbard lui-même se réclamait d'auteurs qui n'étaient pas américains,
et ça va peut-être vous étonner, mais il se réclame notamment beaucoup des libéraux français du 19e. Et Rothbard, par exemple, se réclame de Molinari, parle de Benjamin Constant aussi, de Frédéric Bastiat, qui sont pour lui des libéraux beaucoup plus fréquentables que les libéraux utilitaristes, parce qu'ils défendent une philosophie des droits naturels et qu'ils sont beaucoup plus radicaux. D'ailleurs, il trouve chez Molinari l'idée d'une privatisation de la police. C'est chez ces libéraux qu'il va puiser beaucoup de ces idées. Et puis on peut aussi nuancer cet exceptionnalisme en rappelant que le libertarianisme en général et le paléolibertarianisme en particulier s'exportent aussi, on en a un petit peu parlé ce matin, mais en Amérique latine notamment, Milley se réclame du paléolibertarianisme. Le Mises Institute a beaucoup d'antennes, notamment en Europe, donc en Allemagne, en Espagne. Hopi, dont on reparlera, a aussi une association qui se veut être une forme d'internationale paléolibertarienne, qui viendrait concurrencer la société du Mont Pèlerin néolibérale. Et donc, voilà, c'est un exceptionnalisme, mais qui peut s'exporter également. Merci. Vous qualifiez le paléolibertarianisme typo-libéralisme hyper-conservateur. Vous montrez notamment que ce courant ne rejette plus toutes les formes d'autorité, comme ce fut le cas autrefois, mais s'oppose seulement à celles exercées par l'État, tout en valorisant des autorités sociales comme la famille, la religion ou les normes traditionnelles. Comment expliquer cette transformation? Et plus largement, est-ce que cette évolution change la manière dont le libertarianisme définit la notion de liberté? Aux yeux de ses penseurs, restons dans une logique où la liberté individuelle primerait, ou est-ce qu'on assiste à une forme de tension entre le rejet de l'État et le poids de certaines autorités privées, familles, églises, entreprises, qui seraient vues comme plus légitimes? Alors, d'abord, je pense qu'il faut rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça me permettra de préciser, que le libertarianisme est une doctrine très minimale, en fait, susceptible de rassembler des individus très différents. Parce qu'il y a beaucoup de manières d'être opposé à l'État. On peut vouloir moins d'État pour fumer un joint tranquillement chez soi. On peut vouloir moins d'État pour adorer le Dieu qu'on souhaite. On peut vouloir moins d'État pour élever ses enfants comme on l'entend. On peut vouloir moins d'État tout simplement pour payer moins d'impôts. Bon, il y a plein de raisons d'être opposé à l'État. Et le libertarianisme va fédérer en quelque sorte tous ces mécontentements, toutes ces formes d'anti-étatisme. Et on voit, mais dès le début, c'est ça dès le début en fait, dans les années 60, il y a des photos que j'ai où il y a des rassemblements auxquels participent les libertariens, où on voit des fils à papa très bien habillés sur eux, costard cravate, côtoyer des hippies en fait, qui sont libertariens. Donc il y a eu toutes ces sensibilités dès le début, et dès la fin des années 70, je crois, il y a une sorte de typologie ou une distinction entre trois grands idéotypes ou types idéaux de libertariens. On a le libertarien hippie, qui vient de la gauche, qui est celui, comme je l'ai dit, qui privilégie les libertés individuelles, bien représentées donc, dans les grandes villes américaines et puis également sur la côte ouest. On a le libertarien preppy, BCBG, qui travaille pour les institutions, pour le Parti libertarien, qui peut même travailler pour le Parti républicain, qui est plutôt modéré et qui va plutôt défendre donc les libertés économiques. Et puis, il y a toujours eu ce troisième type de libertarien dont on parle finalement, qui est le redneck, qui est donc je ne sais pas comment traduire, le pecno, quoi, qui est un libertarien socialement plutôt conservateur, qui habite plutôt dans le sud des États-Unis et qui affiche une sensibilité très conservatrice sur les valeurs de la famille, etc. Et puis, moi j'ajouterais une quatrième
catégorie qui est celle des geeks, en fait, bien représentée, donc dans la Silicon Valley notamment, on en reparlera, qui a d'abord été représentée par le mouvement cyberpunk aussi, qui a eu des liens avec le libertarianisme, avec le transhumanisme, et puis plus récemment avec tous les libertariens de la tech dont on aura à reparler. Bien, alors, en fait, pour répondre à votre question, je ne crois pas que tous ces libertariens très différents se fassent une conception différente de la liberté. C'est la même conception, en fait, parmi tous ces types de libertariens, à savoir une conception purement négative de la liberté, considérée comme le champ d'action sur lequel les individus ne seront pas empêchés par la volonté coercitive de l'État, comme le lieu d'une indépendance, tout simplement, de l'individu vis-à-vis de l'État. Et c'est la même, la conception finalement est la même, et les 4 types de libertariens que je viens d'esquisser, en fait, ne voient pas que l'État peut aussi avoir pour rôle de lutter contre les dominations privées qui peuvent être exercées par le père de famille, par le mari acariâtre ou par le chef d'entreprise tyrannique, en fait. Et la conception, finalement, n'est pas différente, elle est justiciable des mêmes critiques. Et c'est là que je dirais que le paléolibertarianisme n'introduit pas de nouvelles conceptions de la liberté, mais il a une vertu, c'est qu'il permet de révéler des contradictions qui sont dissimulées chez les autres libertariens. Et je crois que c'est intéressant parce que je crois que finalement les paléolibertariens sont moins naïfs que les autres libertariens et nous décrivent plus fidèlement ce à quoi ressemblerait une société dans laquelle l'État n'aurait pas pour tâche de lutter contre les dominations privées. Et donc, ce que nous montrent les paléolibertariens, c'est ce que serait une société livrée à elle-même, une société sans politique, sans lieu, où se réfléchiraient tous les principes de son articulation, sans lieu où on pourrait aussi imaginer des moyens de lutter contre les dominations que les individus sont susceptibles d'exercer les uns sur les autres et qui ne se manifestent pas toujours par des interférences physiques et coercitives. Et donc, c'est ce que je disais ce matin, et je proposais cette image comme une hypothèse, mais dont je suis en fait de plus en plus convaincu. Je pense que le paléolibertarianisme, qui libère les individus de l'État, mais pour mieux les soumettre aux prêtres, aux pères de famille ou aux maris ou aux chefs d'entreprise, eh bien, est un peu le portrait de Dorian Gray du libertarianisme, c'est-à-dire son double, dégradé peut-être, mais qui est révélateur et qui révèle en fait une version tout à fait possible et même probable de ce que serait un libertarianisme réalisé. Merci. Alors merci. Au-delà de la doctrine, vous insistez sur la dimension stratégique du paléolibertarianisme, notamment à travers le concept de populisme de droite, développé par Murray Rothbard. Ce concept capture la mobilisation par les paléolibertariens et les libertariens des masses populaires qui seraient alors définies comme les victimes d'élites corrompues, accusées de les piller ou de les opprimer. Difficile dans ce cas de ne pas faire le lien avec l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump en 2021. Pouvez-vous expliquer plus concrètement en quoi consiste cette stratégie, si elle est efficace politiquement, et dans quelle mesure elle serait historiquement novatrice si l'on considère les autres modes d'action politique de la droite? Bien, merci. Alors, cette stratégie dite du populisme de droite, elle est théorisée par Rothbard dans un article de 1992 que je vous invite vraiment à relire parce qu'il constitue le grimoire, en quelque sorte, auquel se réfèrent encore aujourd'hui beaucoup de paléolibertariens. Et je sais que Milley, par exemple, aussi a fait très clairement référence à cet article, qui est très court, que vous pouvez retrouver. Et dans cet article, alors, pour le comprendre, Rothbard s'en prend à ce qu'il appelle lui-même la stratégie hayekienne. Donc Hayek, qui est un économiste et philosophe
d'origine autrichienne, qui est épistémologiquement assez proche de Rothbard, mais dont Rothbard a voulu se distinguer. Et Hayek, l'idée chez Hayek, elle est simple, hein, c'est un article de 1947 qui s'intitule « Les intellectuels et le socialisme », un article très intéressant dans lequel Hayek dit que les libéraux, en fait, doivent adopter la stratégie de la gauche et plutôt que de ne soucier que de ce qui leur semble immédiatement réalisable, plutôt que d'essayer de mettre en place politiquement leur projet, ils devraient adopter une stratégie gramscienne, hein, et Hayek fait référence à Gramsci en disant qu'il devrait, donc une stratégie métapolitique, il devrait d'abord convertir les élites pour nourrir un climat d'opinion qui permettrait graduellement, progressivement, d'atteindre une société avec de moins en moins d'États, ou en tout cas plus libérale. Bien. Eh bien, Rothbard dit que cette stratégie ne fonctionne pas, et il s'y oppose à deux niveaux, en disant, premièrement, que non, les intellectuels font partie de l'élite et font partie du problème, hein. Et donc, on ne va pas chercher à les convertir, il faut plutôt les court-circuiter en s'adressant directement aux masses qu'il faut soulever contre les élites qui les spolient, qui les volent et qui se moquent d'eux. Et Rothbard dit d'ailleurs très clairement que sa stratégie est destinée aux rednecks. Hein, donc il avait conscience aussi de la distinction que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis, le deuxième volet de cette stratégie populiste, c'est ce que Rothbard appelle un abolitionnisme. Il ne faut pas adopter le gradualisme hayekien parce que ce serait s'appuyer sur les intellectuels, sur la classe dirigeante qui ne peut pas être complice d'une transformation sérieuse et véritable. Et donc, Rothbard se disait abolitionniste, c'est-à-dire qu'il faut, sans attendre, hein, abolir tout ce qui peut l'être, et ne pas progresser par petites touches. Hein. Il y a toujours une image, et tous les libertariens y font référence, c'est la fameuse image du bouton pressoir d'un certain Leonard Read, qui d'ailleurs dans les années 50 était l'un des premiers à proposer le terme de libertarien, et qui est le fondateur de la FEE, Freedom for Economic Education, une institution très importante. Et Read disait que s'il existait un bouton pressoir sur lequel appuyer et qui permettrait d'abolir toutes les restrictions de liberté sur les échanges économiques notamment, mais également tout type de liberté, eh bien il faudrait sans plus attendre appuyer sur le bouton. Et cette image, elle est intéressante parce que dans l'iconographie actuelle des libertariens, elle a été transformée par une autre image, peut-être plus percutante, c'est celle de la tronçonneuse, hein, qu'agite Milley et qu'agite également Elon Musk. Alors, maintenant, question de savoir si c'est efficace. Bon, je distinguerai les deux, en fait. Oui, le premier point, c'est difficile de contester l'efficacité de la stratégie populiste. Hein, pour conquérir le pouvoir, ben, on l'a vu, ça marche. Hein. Pour le second volet, je serais un peu plus sceptique. Hein. L'abolitionnisme, est-ce que ça marche? Non, le DOGE, hein, le fameux Department for... je ne sais plus exactement le Department for Efficiency, je ne sais plus, pour l'efficacité gouvernementale, hein, c'est ça. Eh bien, dans le programme, il n'aura duré que quelques mois, et bon, on voit bien que la stratégie abolitionniste ne marche pas. Et d'ailleurs, beaucoup de libertariens reprochent, si on prend un autre exemple, l'exemple de Milley, on lui reproche de ne pas avoir aboli la Banque fédérale argentine, on lui reproche d'avoir encore une politique monétaire trop expansionniste. Bon, voilà, il ne serait pas suffisamment abolitionniste pour les libertariens. Alors, est-ce que c'est nouveau? Ça, c'était l'autre question. Est-ce que c'est nouveau dans le répertoire d'action de la droite? Alors, il y a toujours eu une tradition, enfin, il y a depuis longtemps une tradition populiste aux États-Unis, qui était plutôt d'ailleurs à gauche au début, avec le mouvement agrarien du 19e, avec le Parti du peuple, hein, qui était un parti important à la fin du 19e, qu'on retrouve aussi dans le populisme ségrégationniste de George Wallace, hein, dans les années 60, et qui, bon,
au XXe siècle, a davantage été porté par la droite, justement, et c'est en cela que la stratégie de Trump, elle n'est pas du tout nouvelle. On peut trouver déjà une forme de populisme dans le macartisme, on le retrouve aussi, il y en aurait beaucoup, mais au début des années 90, chez Patrick Buchanan, d'ailleurs, que Rothbard défendait, chez Ross Perot, c'est un populiste. Dans le Tea Party, le mouvement Tea Party de la fin des années 2000, il y a évidemment une tradition populiste qui est très clairement orientée à droite. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup maintenant de commentateurs de la vie politique américaine et de spécialistes du conservatisme considèrent que le populisme constitue une tradition à part entière, en plus de la tradition traditionnaliste, libertarienne et néoconservatrice. Merci beaucoup. Merci. En 2024, Trump s'est notamment appuyé sur une coalition entre paléo-libertariens et conservateurs nationalistes pour accéder au pouvoir. Dans quelle mesure peut-on dire que le paléo-libertarianisme a réellement influencé le mouvement MAGA et l'action politique de Donald Trump aujourd'hui? S'agit-il d'un véritable socle idéologique largement partagé par les partisans ou est-il plutôt vu comme une ressource relativement mineure à mobiliser de manière stratégique? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors effectivement, déjà, il n'y a pas de socle idéologique, j'y reviendrai, mais il y a une coalition de différentes tendances qui ont suivi un tournant qu'on peut qualifier de réactionnaire et qui convergent en fait dans cette coalition MAGA. Alors, il y a plusieurs manières de décrire cette coalition, c'est assez complexe, mais je crois que l'effort le plus intéressant qui a été récemment fait pour décrire cette coalition, c'est celui consenti par Laura Field dans son livre Furious Mind et qui distingue 3 ou 4 tendances qui formeraient donc l'appui idéologique apporté à Trump et notamment surtout au Trump de 2024 parce qu'il était finalement assez peu idéologisé en 2016 et les 3 tendances principales sont les suivantes. Il y a d'abord ce qu'elle appelle les Straussiens de la côte ouest, qui se sont rassemblés autour du Claremont Institute notamment, et qui défendent une lecture straussienne de la Constitution et qui veulent restaurer une république d'avant. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle les post-libéraux, donc Patrick Deneen, Adrian Vermeul, qui défendent une théorie intégralistes, qui défendent un constitutionnalisme du bien commun, alors qu'ils doivent être distingués des premiers, qui sont très thomistes, aristotéliciens, qui se réclament aussi de Schmitt, ce qui n'est pas le cas des Straussiens. Et puis il y aurait une autre catégorie, ce qu'on appelle souvent maintenant aux États-Unis les NatCons, les Nationalist Conservatives, qui, autour d'Anzani notamment, défendent, eux, davantage l'idée d'un nationalisme, notamment économique, une fermeture des frontières, etc., etc. Et puis elle ajoute une 4e catégorie résiduelle, c'est les hardline underbelly, donc je ne sais pas comment, des hard right underbelly, bon, le bas-ventre, ou je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas qui inclurait tous les plus extrémistes, notamment donc ceux qui sont ouvertement racistes, nazis, masculinistes, etc., etc. Alors, le livre est passionnant, il est intéressant, mais elle oublie, selon moi, tout un pan de la coalition, qui est justement celle que j'essaie, moi, de mettre en évidence, c'est le paléo-libertarianisme, dont on a parlé jusqu'à maintenant, et qui est plus discret, mais qui a une influence assez réelle, et qui se manifeste à plusieurs niveaux. Je pense qu'on peut citer simplement quelques exemples, mais tous les assauts qui sont portés contre la Banque fédérale américaine sont inspirés, selon moi, par ce courant paléo-libertarien. Tout ce qui tourne autour de la défense des crypto-monnaies, et ça c'est un point extrêmement important, est très clairement porté par les paléo-libertariens, qui sont très souvent des économistes d'obédience autrichienne et qui défendent l'idée
la dénationalisation des banques, en fait, et qui défendent l'idée d'une banque libre. Et puis, de manière, le Dodge, dont on a parlé tout à l'heure, l'idée de supprimer tous les services publics, c'est aussi très clairement une pensée d'inspiration, pour moi, paléo-libertarienne. Et puis, on peut également ajouter, alors c'est juste une idée, mais vous voyez, quand on a parlé, je ne sais plus si c'est Musk ou si même Trump en a parlé, l'idée de faire de Gaza une charter city, d'une ville-entreprise, ça c'est une idée qu'on trouve chez les paléo-libertariens de manière évidente. Alors, la question de savoir s'il y a un socle idéologique, vous avez compris, non, en fait, il n'y a pas de socle monolithique, en tout cas, mais il y a un ensemble, une myriade de réservoirs très différents dans laquelle les décideurs, et l'administration Trump en l'occurrence, peut puiser selon ses envies, selon les besoins, selon ses caprices ou même simplement ses humeurs. Et ça, c'est un point important parce que ça permet de comprendre comment les idées circulent et ont de l'influence aux États-Unis. Un peu plus, en général, on parle souvent d'anti-intellectualisme ou de pragmatisme des Américains qui érigeraient l'efficacité en seul idéal, qui dévaloriseraient la spéculation théorique, qui valoriseraient à l'inverse le sens pratique. Mais il ne faut pas, bien sûr tout ça c'est vrai, mais il ne faut pas mal l'interpréter et l'interpréter comme étant un vide intellectuel où les idées n'exerceraient aucune influence. Non, ce n'est pas vrai. Aux États-Unis, les idées ont une influence très importante, surtout quand elles sont portées par des milliardaires qui ont tout intérêt à les porter. Mais les idées sont très importantes et elles sont en fait promues par un ensemble de think tanks très actifs, très puissants, qui défendent des doctrines et des idéologies assez pures et assez faciles à distinguer les unes des autres. Et il y a tout un ensemble de réservoirs d'idées, c'est le sens d'ailleurs du mot think tank, qui sont mises à disposition en fait des décideurs et dans lesquels ils peuvent puiser, ils peuvent piocher des idées. C'est exactement ce que fait l'administration Trump. Alors, Trump lui-même, certainement pas, mais par l'intermédiaire des gens qui le conseillent, il va puiser quelques idées dans le Claremont Institute, il va puiser quelques idées chez les post-libéraux, et il va puiser quelques idées chez les paléo-libertariens. Merci beaucoup. Alors, depuis plusieurs décennies, vous l'avez mentionné, le libertarianisme semble osciller entre des alliances très différentes sur l'échiquier politique, allant d'un rapprochement avec la gauche radicale dans les années 60 à un virage vers l'extrême droite dès les années 2010. Plus récemment, on observe un rapprochement entre le paléo-libertarianisme et des acteurs de la Silicon Valley, comme Elon Musk ou Peter Thiel, parfois associés à des projets qualifiés de techno-féodalisme. Comment le mouvement libertarien parvient-il à maintenir une identité idéologique cohérente malgré ces recompositions successives? Et aujourd'hui, dans quelle mesure les idées portées par certains acteurs de la tech s'articulent avec le paléo-libertarianisme? Est-ce qu'on assiste plutôt à une convergence ou à des tensions entre ces différentes logiques? Alors, le lien entre le libertarianisme et la Silicon Valley est ancien. Il est ancien, il existe depuis le début, et même avant que la Silicon Valley ne se développe, il y avait déjà des liens, je crois que j'en ai déjà parlé, entre la côte ouest des États-Unis et le libertarianisme. Il y a des liens réels. Par exemple, le Parti libertarien, il est créé et d'abord installé à San Francisco. Juste à côté est installé le Cato Institute, qui ne déménagera à Washington que bien plus tard. Et donc, il y a un lien. Les libertariens sont implantés dans l'Est des États-Unis. Il y a un lien aussi avec le transhumanisme, il y a un lien avec tout ce qu'on appelait les cyber-libertariens. Et évidemment, il y a eu un lien avec ce qu'on appelait les libertariens de la tech, qui ont revendiqué en tout cas leur allégeance au libertarianisme en défendant le progrès, l'idée de substituer les algorithmes à la bureaucratie étatique, etc., etc. Donc, évidemment, il y a un lien et
Marc Andreessen, Elon Musk, Peter Thiel, David Sacks, hein, sont des libertariens, ou en tout cas se prétendent libertariens depuis longtemps. Hein. Ce qui a changé récemment, c'est que ces libertariens de la tech, qui étaient plutôt progressistes, qui appelaient même plus volontiers à voter démocrate, hein, à l'exception de Thiel, eh bien, depuis très récemment, hein, ont soutenu Trump. Alors Thiel est le premier à le faire en 2016. À cette époque-là, les trois autres hein, dont j'ai parlé soutiennent encore le Parti démocrate. Et en 2024, eh bien, ce qui change, c'est qu'il, comme Thiel, hein, qui a vraiment donné l'impulsion, ils soutiennent Trump. Et l'hypothèse que je fais, elle est difficile à vérifier, mais je pense que ce qui explique le tournant de ces libertariens de la tech, c'est le paléo-libertarianisme. Hein. C'est vraiment un tournant qu'on peut qualifier de paléo-libertarien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des tensions Oui, et je dirais qu'il y en a encore plus aujourd'hui qu'avant, hein, mais il y en a toujours eu en fait. Hein. Et ces tensions, elle est liée à une contradiction quasiment originelle, qui est que la Silicon Valley, hein, vous le savez, est le produit de l'État, en quelque sorte. Elle a reçu beaucoup de financement public, financement de l'armée. Bon, c'est d'abord une production de l'État. Et puis, il y a plein de paradoxes comme ça. On peut les énumérer, mais pendant très longtemps, ces libertariens de la tech demandaient que l'on ouvre les frontières pour les élites très qualifiées, bon, pas pour les autres. Les libertariens de la tech demandent à ce que l'État protège leurs brevets. Alors que la plupart des libertariens aujourd'hui considèrent qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. Peter Thiel défend aujourd'hui l'idée de monopole. Hein, dans Zero to One, il défend l'idée qu'il faut des monopoles. Ces libertariens de la tech défendent les libertés individuelles et en même temps imaginent tous les logiciels, toutes les technologies qui permettront la surveillance de masse. Hein, et les livres aux structures étatiques. Et l'exemple de Palantir est de Peter Thiel est assez éloquent sur ce point-là. Donc des contradictions, il y en a beaucoup, on pourrait en énumérer davantage. Et en fait, dès le début, ces libertariens de la tech ont été regardés avec beaucoup de suspicion par les autres libertariens qui les ont accusés très tôt hein, de n'être libertariens que par intérêt bien compris et de ne pas l'être vraiment. Donc il y a toujours une tension. Et puis alors, votre question plus générale, comment le libertarianisme parvient-il à surmonter toutes ces contradictions qui semblent le travailler, je dirais qu'il y arrive de moins en moins. Alors, une chose qui est claire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de mouvement libertarien, mais il n'y en a plus depuis le milieu des années 80, en fait. Il y a autant d'organisations libertariennes qu'il existe de sensibilités libertariennes. Le parti libertarien ne représente quasiment plus rien. Il n'y a aucun libertarien conséquent qui travaille vraiment encore aujourd'hui pour le Parti libertarien, et le mouvement est totalement dispersé, et le paléo-libertarianisme a encore aggravé cette dispersion. Hein. Et alors ça traduit la difficulté que le libertarianisme a à exister politiquement, ça c'est un vrai problème, mais on peut vraiment se demander si aujourd'hui encore, même en tant que doctrine, parler d'une doctrine ou d'une théorie politique libertarienne a encore du sens. Merci, très intéressant. Merci beaucoup. Dans votre article, vous reprenez l'analyse de Melinda Cooper, selon laquelle le paléo-libertarianisme ne cherche pas seulement à limiter l'État, mais aussi à déplacer l'autorité vers la sphère privée, par exemple à travers la famille, l'Église ou l'entreprise. Dans ce cadre, certains auteurs comme Hans Hermann Hoppe défendent l'idée que l'exclusion de certaines personnes peut être légitime au nom du droit de propriété, par des mécanismes comme la discrimination ou la mise à l'égard sociale. Dans quelle mesure ces formes de contraintes privées se distinguent-elles vraiment de celles exercées par l'État? Et est-ce que lorsqu'elles deviennent généralisées, elles peuvent produire des formes de domination tout aussi fortes, voire plus difficiles à contester? Oui, alors merci pour cette question, même si
je crois y avoir un peu répondu tout à l'heure, mais qui permet peut-être donc de souligner cette contradiction que Melinda Cooper met bien en évidence. Effectivement, les paléolibertariens veulent libérer les individus pour mieux les soumettre à des dominations d'ordre privé. Et je crois que c'était très clair. Alors, est-ce que, en disant cela, il cesse d'être libertarien ? C'est ça, c'est la question en fait qui, à mon avis, peut être posée et à laquelle on répond aujourd'hui, alors de manière différente. Il y a des gens qui vont dire, bah non, c'est Hopi quand il considère que dans une société anarcho-capitaliste, eh bien tous les comportements douteux ne pourront plus avoir lieu, etc. Donc Hopi n'est plus du tout un libertarien. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec cette manière de répondre. Moi, je ne pense pas qu'il cesse d'être libertarien. Et même Melinda Cooper, alors elle n'a pas une réponse aussi radicale, mais Melinda Cooper dit quand même que le paléolibertarianisme dessine un au-delà du libertarianisme. Elle parle de post-libertarianisme. Eh bien, j'en suis pas sûr, et c'est pour ça que j'utilisais, moi, la métaphore du portrait de Dorian Gray. Je crois que non, finalement, les libertariens ne cessent pas d'être libertariens, ils sont même plus réalistes que les autres, parce qu'ils nous décrivent vraiment ce que serait, selon moi, une société sans État. Merci beaucoup. Merci alors pour toutes ces clarifications et pour cet échange très enrichissant et pour le temps que vous nous avez accordé pour cet entretien de la chaire Yvol Tramar. Merci à vous. Avec grand plaisir. Ça a été un plaisir de discuter des dynamiques contemporaines du libertarianisme et de la droite américaine. Et pour celles et ceux que les enjeux intéresseraient, je les invite à suivre les travaux que vous avez publiés. Et en tout cas, nous suivrons avec intérêt vos prochaines recherches. Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité et au plaisir de vous retrouver pour de prochaines discussions. Merci à vous. Merci. Allez, on ne vous a pas laissé boire entre les questions. Si vous rigolez, j'ai bu 3-4 verres. Il y a un jeu de mots. C'est les deux, en fait. C'est plus dingue. Non, c'est les deux. Si possible, juste de faire une petite vidéo 40 secondes pour compte Instagram de l'école. Ouais. Vous dites, voilà, on a invité des scientifiques. C'est bon. Non, mais je regardais, j'ai pas. Je savais que ça durait pas plus d'1 heure. J'aime pas. Mais il n'y a aucun problème. You turn off the cameras and I will just. C'est vrai que la dernière question, on peut peut-être la couper parce que j'y réponds déjà. No, that one. Et ouais. Je pense pas que ce soit peut-être pas nécessaire la dernière. Non, mais bravo, l'article était pas simple, ça devait pas être. Peut-être d'utiliser un traducteur pour le comprendre. L'article, tu l'as lu en français ou tu as dû le traduire?